Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application Kavi Media. Disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de la... Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le... Bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Bonsoir du moins, merci Diallo. J'étais là depuis le matin, donc c'est un peu compliqué. Bonsoir à tout le monde dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Vous le savez, à partir de 16h00, c'est le football européen qui s'invite. On va faire le tour de l'actualité du football européen, même si des fois on fait des détours, si l'actualité l'impose. Et là, on va aller jusqu'aux États-Unis pour parler de la Coupe du Monde des clubs. 3 clubs européens sont en présent sur les 4 équipes restantes dans cette Coupe du Monde des clubs. Seul Fluminense contrarie l'hégémonie du vieux continent et on va en parler dans cette émission. Et puis aussi on va parler de la blessure de Musiala. Après nous allons filer en Espagne. Mercato, l'avenir de Rodrigo semble s'assombrir toujours davantage au Real Madrid malgré la volonté de Xavi Alonso de calmer le jeu. Tour d'Europe, c'est maintenant juste après ça. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Diallo, tu vois, j'y arrive maintenant, c'est ok. Je me suis retrouvé juste à côté. On a 3 spécialistes qui sont là, qui vont essayer de répondre à nos questions. Et je vous jure que ça va chauffer parce qu'on va parler du Real Madrid, on va parler de la blessure de Musiala, on va parler aussi de Rodrigo, peut-être qui va quitter le Real Madrid, même si quelqu'un est en train de sourire. C'est une bonne nouvelle pour les Catalans. On va commencer d'ailleurs par vous, Dian, heureux de vous retrouver dans cette émission. Oui, ce n'est pas bonjour, c'est bonsoir chez nous. Donc, et bonsoir à tous ceux encore qui nous bonjour, suivent. le bonjour il est revenu. Oui, absolument. C'est parce que je suis content, le menu il est carrément meringue. Oui, il est taillé sur mesure. Et juste à côté de lui, on a Passy Bangoura, nous revenons. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Et de vous retrouver dans cette émission. Merci beaucoup. Et bonsoir à tout le monde et bonsoir à ces millions de téléspectateurs. À rappeler que voilà, on change de numéro canal de 149, on part maintenant à 410. Alors, de l'autre côté, on a Souaibou Diakité, mon avocat. Bonsoir. Ça, j'y arrive directement. Heureux de le retrouver dans cette émission. J'espère que les flèches vont partir de part et d'autre, mais nos flèches vont être les plus grosses. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous. On verra tout de suite ce que ça va donner. En tout cas, il y a une nouvelle que j'aimerais encore dire, c'est que je voulais rappeler que Nico Williams est parti pour faire 10 ans à l'Athletic Club de Bilbao. Attention. Il ne faut pas une crise cardiaque dans ce studio. Parce qu'après, ça va être compliqué. Sérieux, ça c'est un non-événement. C'est ça le souci, quoi. Il faut en parler, il faut essayer d'en parler. On a vu sur les réseaux sociaux comment les milliers de fans barcelonais étaient sur une seule personne, pratiquement 350 vidéos recueillies en un seul soir contre Nico Williams. Sauf que le Barça ne compte pas des milliers de supporters, compte des milliards de supporters. Il faut pas le garder parce qu'après ça peut faire mal. Il faut en parler. Il faut en parler psychologiquement. Il faut évacuer. Vous voulez qu'on en parle? Il faut en parler. Vous voulez qu'on en parle? À des amis, madame à la maison, il faut en parler. Il y a aussi Michel juste à côté. Il faut en parler pour que tu évacues tout. Voilà, après, ça va aller. On va commencer cette émission. C'était une parenthèse. Justement, je vous disais que la Coupe du Monde des clubs est franchement magnifique, même si d'aucuns diront que cette Coupe du Monde n'a pas le niveau de la Ligue des Champions, des championnats, des gros championnats relevés comme l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, mais cette Coupe du Monde nous a séduit. Il y a 3 clubs européens, Souaibou, et un club brésilien en Fluminense. Vous attendiez à Fluminense parce que après contre Al Hilal, vous donnez Al Hilal vainqueur.
Non, j'avais dit je partais sur un 50-50. À Hilal presque. J'avais dit je partais sur un 50-50. J'avais dit qu'il fallait se méfier de Fluminense parce qu'ils avaient un jeu beaucoup plus complet. Et finalement, les données athlétiques allaient séparer les deux équipes. Mais j'ai envie de dire, je ne suis pas totalement surpris au vu de tout ce que j'ai vu dans la compétition. Avec tous ceux qui sont en train de monter dans cette compétition, c'est déjà, magnifique. Ça a démarré depuis les phases de groupe. On a vu, ils ont eu à tenir tête à pas mal d'équipes dans cette Coupe du Monde des clubs. Et la rencontre face à Al Hilal, ça s'est prouvé parce que c'était pratiquement deux équipes qui se valaient. Et finalement, ils ont réussi à remporter le match. Mais j'ai envie de dire c'est une sorte de logique quand même qu'on retrouve presque des grosses équipes européennes en dernier carré. Si on prend par exemple l'équipe Chelsea par exemple, c'est une équipe on n'attendait pas trop. Mais c'est une équipe qui recrute aujourd'hui, qui recrute tous ceux qui savent courir. Et c'est quand même l'équipe vainqueur. Tu vas jouer Chelsea la saison prochaine avec les vestiaires. Voilà, l'équipe vainqueur de la Conference League. Et vous parlez du Paris Saint-Germain qui est également vainqueur de la dernière Ligue des Champions. Et le Real Madrid qui est peut-être le plus grand club de l'histoire. Donc c'est une sorte de logique qu'on retrouve des cadres européens en dernier carré. Mais Fluminense, il ne faut pas minimiser ce qu'ils ont fait jusque-là. Et moi, je pèse mes mots, mais je parie sur une possible qualification de Fluminense en finale de cette Coupe du Monde des clubs. Fluminense, c'est une équipe joueuse, une très bonne équipe. Oui, mais attendre à ce niveau-là, c'est quand même compliqué. Avant, on se disait que Fluminense peut être en quart de finale, huitième de finale, ils vont s'arrêter là. Pour moi, ce n'est que justice de les retrouver ici. C'est ce dernier carré, la seule surprise pour moi, si on peut parler de surprise, c'est Chelsea. C'est Chelsea qu'on n'attendait pas du tout. Alors vous mettez Fluminense devant Chelsea? Oui, Fluminense, moi, a produit quelque chose de supérieur à ce que j'ai vu de Chelsea depuis le début de ce tournoi. Et connaissant Chelsea, moi, je ne peux pas aligner les 11 entrants parce que ça change d'un match à l'autre. C'est un peu plus compliqué. Et de l'autre côté, sur les 4, c'est-à-dire... Il n'y a pas de surprise globalement à part Chelsea. Seul City manque à l'appel pour ces derniers carrés, sinon pour le reste Paris. Minimum c'est final. En tout cas on se disait au début du tournoi, le Real au vu de la saison qu'ils ont réalisée et les changements qu'ils ont voulu apporter, minimum c'est le dernier carré et ils sont là. Et Fluminense, on s'en doutait un peu avant le début du tournoi et moi, depuis le début du tournoi, je m'attendais au moins à un club du Brésil. Vous n'en parliez pas du tout. Oui, non, je suis d'accord. Avant le début du tournoi, ça aurait été une surprise. Mais depuis le début du tournoi, je m'attendais au moins à un club brésilien en demi-finale. Et pour moi, le fait de les voir dans ce dernier carré n'est que justice par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début du tournoi. Il y a la supériorité des clubs européens, mais eux, ils sont là, ils tiennent le coup, ils nous ont permis de vivre une Coupe du Monde des clubs et non une Coupe du Monde des clubs européens. Il faut dire que Chelsea avant de venir vers vous, parce que je sais que vous voulez répondre, vous aurez le temps de rebondir. On va aller d'abord avec Passy. On peut dire que comme l'a dit Dian, Chelsea, est-ce que vous êtes d'accord avec Dian? Du moins, Chelsea, c'est la surprise de demi-finale, pas Fluminense. Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord avec Jean parce qu'on ne s'attendait pas que Chelsea pourrait avoir ce plafond parce qu'on se rappelle en Europe, là où ils se sont limités. Conférence League, ils ont gagné la Conférence League. Oui, c'est pas rien ça, monsieur. C'est une coupe européenne. La petite sœur de la Ligue des Champions. C'est une coupe européenne. Mais bon, dans cette compétition, on ne s'attendait pas trop s'ils pouvaient vraiment se retrouver jusqu'en demi-finale. Mais ce qui a été aussi trop surprenant, c'est cette équipe de Fluminense, ce club du Brésil. Moi, à mon avis, si le tournoi continue comme ça, peut-être qu'on pourrait retrouver ce club brésilien en finale. Mais City, je vais parler de Chelsea du moins. Est-ce qu'ils pourront vraiment passer ce cap? Maintenant, vous pouvez répondre. Non, mais moi je crois pas que Chelsea soit la qualification de Chelsea en demi-finale soit une surprise. Ils ont bien une équipe pour. Ils ont quand même beaucoup d'internationaux. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un club qui recrute presque tout le monde. On l'a d'ailleurs vu même lors du dernier match en quart de finale. João Pedro qui venait de signer il y a à peine 3 jours, il était déjà dans le groupe. Il y a également l'anglais Jamie Bynoe-Gittens qui est également inscrit. C'est tout il retrouve une liste de 60 joueurs. C'est tout le contraire d'un
tous d'un autre club en Espagne qui a du mal à enregistrer les joueurs. Chelsea, on voit, il y a de l'argent, on se permet de tout faire. Donc peut-être que ce poids peut aussi compter, mais ils ont certes des très grands joueurs, mais Fluminense a une équipe, c'est une ossature beaucoup plus huilée. Et c'est une équipe qui est capable de jouer pratiquement 2 systèmes de jeu. C'est une équipe qui est capable de se recroqueviller derrière, d'attendre l'adversaire, de défendre les buts, mais aussi de produire du jeu. On a même vu en 2023, lorsqu'ils ont affronté Manchester City en finale de la Coupe intercontinentale, on a vu qu'ils étaient franchement capables de tenir le ballon, de tenir tête à cette équipe de City. Donc pour moi, Chelsea n'est certes pas une surprise parce que ça reste un club de prestige. C'est un club d'ailleurs qui a gagné la Ligue des Champions. Donc, et ils ont des joueurs, ils sont capables de s'offrir presque tout le monde. Et ça reste encore à voir. On attend encore même des noms qui doivent venir au club. Donc pour moi, Chelsea n'est pas une surprise. Fluminense a beaucoup plus mérité sa qualification. Mais si on me disait en début de Coupe du Monde des clubs qu'on aurait pu retrouver Fluminense en demi-finale, j'aurais pas signé. On peut dire tout Chelsea, mais ils sont en demi-finale, ils ont remporté la Ligue Conférence. Attention, on n'entendait pas la Ligue Conférence. En fait, on n'est pas dans une logique de rabaisser ce qui a été fait comme performance. Ils sont en demi-finale de cette Coupe du Monde. D'accord, c'est une grande performance. On n'est pas en train de minimiser ce qui a été fait. Mais globalement, au vu du tournoi réalisé, au vu de l'instabilité de ce club, en tout cas ces 2 dernières saisons, on avait du mal à les imaginer en demi-finale de cette Coupe du Monde. Ils ont réussi là où le Bayern a échoué. Ils ont réussi là où City a échoué. Justement, c'est pourquoi il y a un avantage. Maintenant, ce que j'ai envie de dire pour cette demi-finale ou pour cette compétition globalement, les Brésiliens, ou en tout cas Fluminense qui reste maintenant, a un avantage. Et l'avantage, c'est quoi? Eux, ils sont à milieu de saison. Contrairement aux clubs européens qui sont pratiquement en fin de parcours, en fin de saison, et qui aujourd'hui auraient aimé être en vacances. Et eux, ils sont en plein milieu de la saison et le climat actuellement aux États-Unis les convient beaucoup plus que les Européens. C'est peut-être un avantage qu'on verra qui va encore les profiter en demi-finale, on verra, ou peut-être aller au bout de la compétition. Mais on les sent beaucoup plus dégourdis, avec beaucoup plus de fraîcheur que les Européens. Ça peut être ils ont moins de talent naturellement sur le terrain, mais ils ont beaucoup plus de débauche d'énergie et comme il l'a dit, ils travaillent beaucoup plus en équipe que les autres. En tout cas que Chelsea par exemple qui recrute tous les jours. Attention, Chelsea peut gagner ce match. Je le dis encore une fois, c'est une équipe européenne qui a fini par gagner la finale de la Conference League. Même si Gandhi c'est la petite sœur de la petite sœur de la Ligue des Champions, on peut comprendre, mais c'est tout de même une coupe européenne où se retrouvent des très grands clubs européens et de l'autre côté on parle d'une demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Chelsea c'est quand même pas une petite équipe. Bon, je crois que Hassan, si vous vous référez trop sur ce Ligue Conférence. Moi je le vais faire parce que c'est une coupe européenne. Vous allez forcément passer à côté. Pour moi, ils sont en demi-finale passés. Comment ils vont passer à côté? Ils sont en demi-finale, mais au fait, ils n'ont pas croisé les mêmes adversaires que Fluminense. C'est ce qu'il faut aussi comprendre. Et notamment ce que cette équipe brésilienne est en train de donner dans cette compétition. Mais c'est surprenant. Jean vient de brosser tout à l'heure. Certes, ils n'ont pas de grands joueurs, mais l'engagement, l'énergie, le climat les donne en tout cas l'avantage de faire le break dans la rencontre. Vous vous rappelez, face à cette formation saoudienne, il fallait voir comment cette équipe a pu prendre le contrôle du match et puis finalement aller sur le score de 2-1. Je suis d'accord. Certes, vous pas sur le trophée en la Conférence League, pour moi qui est super élevé, mais par rapport à par rapport à quel adversaire il faut minimiser cela. C'est ce qu'il faut comprendre. Moi je crois que City, je ne suis pas là en train d'enterrer leurs rêves, mais ce qu'il faut comprendre, Fluminense ne va pas laisser. Vous êtes d'accord avec Passy? Non, là où je le rejoins, c'est que Chelsea n'a quand même pas rencontré les adversaires comme les autres adversaires sur l'autre plateau, comme on a vu le Paris Saint-Germain, le Real, Bayern Munich, Juventus, Borussia Dortmund. Chelsea s'est vu un petit peu dans un tableau plus ou moins favorable. Donc pour vous, c'est le véritable test de Chelsea. Clairement, c'est un test, mais ça peut également être une opportunité très facile de rejoindre la finale parce qu'il y a beaucoup de facteurs qu'il faudrait prendre en compte. Fluminense, certes, c'est une équipe joueuse, mais
Peut-être que la fatigue également est là. Il faut rappeler quand même que les 2 défenseurs centraux de cette équipe sont pratiquement dans la quarantaine. Thiago Silva et son pendant qui l'épaule. Donc, et Chelsea avec son armada offensive des jeunes joueurs, ça court presque dans tous les sens. Et sur une erreur également, parce que ça reste un club expérimenté. Ils ont beau être jeunes, mais il y a quand même un petit peu du vécu dans cette équipe. Donc, sur une erreur défensive, tout peut basculer sur un carton. Et peut-être que même la fatigue juste en début de match, Fluminense pourrait, pourquoi pas, se déconcentrer et laisser quelques espaces. On sait que Chelsea, ils aiment exploiter les jeux de côté avec Pedro Neto, avec Madueke et les autres joueurs autour. Maintenant, globalement, je pense que la qualification pour Fluminense, pour les 2 équipes, c'est mérité, mais Fluminense a beaucoup plus cravaché pour arriver là où ils sont. Et on va dire c'est un petit peu à leur crédit parce qu'ils ont été obligés de donner le surplus pour se retrouver en demi-finale, alors que Chelsea, comme l'a dit tout à l'heure Passy, ils n'ont pas croisé des adversaires coriaces sur leur chemin. Ça pourrait être en test parce qu'en demi-finale, vous n'êtes qu'à 90 minutes des finales, donc tout va se jouer peut-être sur les détails. Mais globalement, la surprise de mon côté, bien que je sois pro-brésilien, ça reste Fluminense. Alors on peut dire que Fluminense peut bien le faire. Ils peuvent aller jusqu'en finale. Et d'ailleurs, même remporter cette coupe. Ils ont les atouts d'aller en finale, sauf que depuis que j'ai vu le tableau à partir des 8e de finale, je me suis toujours dit que le vainqueur viendrait du côté là où s'est trouvé le Bayern et comment dire ça, le Real et le PSG. Parce que pour moi, ça semblait être beaucoup plus relevé quand on élimine le Bayern, on élimine le Real ou on élimine le PSG. On est plus enclin à prendre le tournoi. Donc, mais bon, une fois en finale, comme vous le dites, quand vous êtes à 180 minutes d'une finale ou quand vous êtes à 90 minutes d'une coupe, ça change tout et un but peut faire la différence. Une petite erreur peut changer la donne. Et on ne peut pas donner à l'avance un résultat final, mais ils peuvent naturellement aller en finale. Je miserai en tout cas moi sur eux pour la finale, mais pour ce qui est de la confrontation soit entre le Real ou du PSG, ça risque d'être un peu plus corsé, mais ce n'est pas à exclure non plus. Vous êtes d'accord avec Jean que vous voyez en Fluminense en finale? Oui, je suis parce que là tout le monde en tête Chelsea. Oui, moi je ne mise pas trop sur Chelsea parce que Chelsea c'est une équipe en parallèle comme Arsenal, certes. Ils sont des équipes très différentes. Et ils sont gagnants. Ils sont gagnants au moins. Ce que je veux dire, peut-être que ça va vous étonner, mais en fait, c'est des équipes, certes, ils jouent les derbies, mais pas aussi parfois des grands matchs. Vous vous rappelez, Arsenal peut donner un lueur d'espoir, mais à la fin de compte, il trébuche. C'est pas Chelsea ça? Alors Chelsea, on a vu tous les talents au sein de Chelsea. C'est des fois champion d'Europe. On a vu la Conférence League, 3 fois champion d'Europe. On a vu tous les talents au sein de Chelsea cette saison, durant ces 2 dernières saisons. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu apporter? Rien, même dans le championnat dans lequel ils évoluent. Maintenant, face à cette équipe en demi-finale, moi je trouve et je mise catégoriquement sur Fluminense. Alors on va continuer cette émission avec les 2 autres équipes de cette demi-finale. Et là, ça va chauffer parce que ce sont les 2 grands favoris de cette Coupe du Monde des clubs. On a parlé de Fluminense, Chelsea, ça peut faire une surprise. Bien sûr, on n'exclut pas, rien n'est impossible dans le football. Maintenant, on va parler des 2 grands mastodontes du football pour le moment. Il y a d'abord Paris Saint-Germain qui est champion d'Europe, qui est sur un nuage, qui a un jeu flamboyant, qui marque des buts, qui est exceptionnel. Il y a de l'autre côté Xabi Alonso qui vient d'arriver au Real Madrid, qui aussi est en train de se battre pour ramener au top niveau cette équipe du Real Madrid. En tout cas, quoi qu'il se passe, on va vivre une soirée magnifique le mercredi, mais on peut se dire que le Paris Saint-Germain a un plus que le Real Madrid cette année. Pour la première fois, on peut penser que le Paris Saint-Germain puisse regarder le Real Madrid dans les yeux parce que dans les années antérieures, c'était la forme de cette équipe parisienne, mais à un moment donné, quand ils affrontaient le Real Madrid, on sentait tout de suite beaucoup de fébrilité dans les rangs. Maintenant, cette saison, ils ont pratiquement tout raflé. Il y a une nouvelle confiance autour de l'équipe. Ils ne sont pas dirigés par de très grosses stars, donc il y a un jeu d'équipe tout autour.
Et vous avez un Real Madrid revanchard qui a, lui, envie de sauver quasiment le cataclysme de cette saison en remportant ces titres qui pourraient relancer pratiquement tous les grands joueurs du club. Ça va être un match épique, très très disputé. Ça va jouer aussi sur les détails, comme je l'ai dit, parce que on va voir d'ailleurs l'absence de pratiquement 2 cadres, même si Dino Hysén vient à peine d'arriver, mais il s'est déjà imposé comme un patron. Et il y a William Pacho qui a été le stabilisateur de la défense parisienne pratiquement pendant toute la saison. Ouais. Donc pratiquement 2 têtes d'affiche de cette formation qui seront absentes. Donc on verra comment les 2 équipes vont s'adapter. Ils partent déjà avec quelques petits handicaps, même si je pourrais mettre un petit peu sur ce côté, comme le Real Madrid a des joueurs pour prendre la place, Raúl Asensio naturellement, mais le Paris Saint-Germain, j'ai du mal à voir qui pourrait remplacer intrinsèquement William Pacho. Il y a Beraldo. Alors on va rester avec vous avant d'aller vers Jean. Voilà. Et une autre question, on se souvient, il y a 2 ou 3 ans de cela, le Real Madrid éliminait carrément le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. Aujourd'hui, vous parlez de revanche. La revanche, c'est pareil d'autres. Il y a aussi une revanche de Kylian Mbappé, peut-être. Il y a pratiquement de la revanche dans tous les côtés. Ouais. Et le Paris Saint-Germain se doit pour une fois d'éliminer le Real Madrid. C'est qu'il n'est encore, pour l'instant, pas arrivé dans les années modernes. On l'a vu, ils les ont battus dans des confrontations en phase de groupe. Mais quand il s'agit des phases à élimination directe, pour l'instant, ils ne sont pas parvenus à éliminer le Real Madrid. Donc ça reste déjà un défi. Et cette élimination en Ligue des Champions dont vous faites allusion a fait très très mal à cette équipe du Paris Saint-Germain. Ils ont certainement ça dans un coin de leur tête, même si ça ne reste pas beaucoup de rescapés dans l'équipe actuelle du PSG. Il y a également Kylian qui a quitté le club pas de la meilleure des manières, donc qui se doit un petit peu une petite revanche. J'ai d'ailleurs appris avant même le début de cette émission qu'il aurait retiré la plainte qu'il avait portée contre le Paris Saint-Germain. Peut-être un signe d'apaisement entre les 2 camps avant la grande rencontre. On verra, mais la revanche, elle est du côté du PSG comme du côté du Real Madrid. Alors, on va aller avec Jean rapidement. Quand on voit cette équipe du Paris Saint-Germain, Hakimi qui ne s'arrête plus de mettre des buts, il se projette comme un attaquant. On a aussi Vitinha qui monte souvent en puissance, Neves, on ne sent pas oublier un Dembélé qui a d'ailleurs marqué un petit but magnifique pour moi. Le deuxième but, c'était exceptionnel, c'est qu'il a réussi sur la passe de Hakimi. Et il y a aussi un jeune monstrueux, Kvaratskhelia. Je l'aime ce joueur-là. On peut se dire que personne ne peut arrêter cette équipe du Paris Saint-Germain. Et c'est logique. En les voyant jouer, on se dit qu'il n'y a pas une équipe qui peut les arrêter. Équipe aujourd'hui qui peut se targuer d'avoir tout pour renverser quiconque en face, c'est le PSG. En ce moment, collectivement, ils sont prêts. Tu peux remplacer n'importe qui et l'équipe va jouer de la même manière. La preuve. Et même individuellement, ils sont forts. C'est lui qui est censé être le meilleur joueur de l'équipe. Ça ne vous rappelle pas le Barça de 2009 oui, il y a une certaine similitude, mais il me semble qu'il y avait un peu plus de stars dans cette équipe du Barça que moi je fais la comparaison avec le Barça de 2015. C'était beaucoup plus mais il y avait les droits de devant. Clairement. Qui était irremplaçable. Donc, mais ici, Dembélé, c'est pratiquement son premier match. Et l'équipe a continué à gagner, a continué à dérouler, ça se passe très bien. Vra a pris les rênes de l'attaque, Doué prend la relève. Pratiquement tout le monde. J'ai oublié ce jeu, non? C'est extraordinaire. Super. Ce que Luis Enrique a réussi avec cette équipe. C'était un club où chacun pratiquement jouait pour lui. Chacun voulait avoir ses statistiques et tout. Et là, il a réussi à avoir un collectif pratiquement infranchissable. Mais dans un tel niveau de compétition, demi-finale d'une Coupe du Monde des clubs, qui est une première édition dans ce format, et face à une équipe du Real qui est revanchard, et ça... Le talent seul, l'organisation seule ne suffit pas. Il y a aussi l'expérience qui va jouer. Est-ce que les jeunes du PSG sont suffisamment armés pour affronter une équipe avec autant d'histoire? Parce que ce n'est pas seulement le Real du moment qu'ils affrontent, c'est une équipe du Real de Madrid avec autant d'histoire. Est-ce qu'ils sont suffisamment préparés à affronter tout cela et à s'en sortir? Et il y a tellement d'antagonisme entre les 2 camps
que ça risque d'aller au-delà du football. Vous avez parlé de Mbappé qui a quitté à queue de poisson le PSG, mais ensuite Luis Enrique qui a mis de l'huile sur le feu. Rappelons qu'il est du Real de Madrid, mais qu'il a fini barcelonais. Et il est aujourd'hui blacklisté barcelonais du côté du Real de Madrid. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'antagonisme et... au-delà du talent, le cœur aura son rôle à jouer dans ce match-là. Mais c'est quand même compliqué d'arrêter en ce trio devant Dembélé, Doué et Kvaratskhelia dans le milieu de terrain. C'est quasiment les mêmes qui vont peut-être être reconduits. Je ne pense pas qu'il y aura un changement. Le trio, il va rester. Cette équipe, elle est intouchable. Bien sûr, vous avez dit, elle est intouchable, mais face à cette équipe madrilène, je crois que le rectangle vert va édifier les deux. Mais la concurrence serait encore rude parce que le Real Madrid qui a perdu la Ligue des Champions, puis remporté finalement par le Paris Saint-Germain, va pouvoir certes ne pas finir cette saison, même si elle est terminée, mais elle va se mettre sur cette lignée-là de ne pas vraiment rentrer à la maison sans il ne se reste qu'un petit trophée dans les mains. De l'autre côté, le champion d'Europe veut aussi briller sur le toit du monde à partir de l'Europe et puis venir monnayer le talent encore sur un autre continent pour leur dire que nous possédons également les talents qu'il faut. Nous avons ce que nous avons eu, en tout cas en termes de grandes compétitions, et nous allons essayer de montrer cela. Je crois que cette concurrence va exister, comme Jean vient de le dire. Les cœurs, il y aura forcément les battements de cœur, en tout cas dans les tribunes, même nous, spectateurs qui seront hors terrain. On va suivre ces deux formations, mais le Real, moi je ne mise pas trop, même si vous allez, ça va vous piquer un peu dans le cœur, mais moi non, je mise pas. Je mise pas tellement sur le Real. Vous êtes libre de le dire. Allez-y. Je ne mise pas tellement sur le Real, sachant que vous parlez des secteurs de jeu de Paris Saint-Germain, la défense est bien garnie, il y a en tout cas une compatibilité avec un collectif de jeu bien organisé au niveau de la défense. Au milieu de terrain, on n'en parle même pas. La ligne d'attaque, déjà, il y a une vitesse exponentielle qui tourne, en tout cas. Et puis, l'automatisme donne comme il faut. Barcola et tant d'autres. Et puis, Dembélé qui bouge en flèche. Moi, je crois que le Real doit pouvoir faire très attention s'il a ambition de gagner. Pour Passillon, le Real n'a pas de chance. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il n'a aucune chance contre le PSG. Aucune chance, ça serait trop dit. Je pense que s'il y a bien une équipe dans cette compétition capable de stopper le Paris Saint-Germain, c'est bien ce Real Madrid. Ouais. Ça reste un club historique, comme l'a dit Jean. Sauf qu'ils ont perdu. Est-ce que l'histoire seulement suffit? C'est l'équipe, en tout cas... C'était anecdotique, mais ils ont perdu, quand même. Non, mais le Real n'a pas PSG, encore... je vais dire. Voilà, quand c'est des défaites, certes, ils ont perdu, mais on a vu, c'était pas la même équipe, même si je respecte beaucoup Botafogo, mais... aujourd'hui, le collectif du Paris Saint-Germain, c'est une équipe aujourd'hui pratiquement inarrêtable, mais face au Real Madrid, ça va forcément se jouer sur des détails, dans des têtes également. On parlait de l'attaque du Paris Saint-Germain, qu'il faudrait forcément s'en méfier, mais n'oubliez pas ce qu'est capable de faire le Real Madrid. Aujourd'hui, ils sont en train de monter en puissance dans cette compétition. On l'a vu face à la Juventus de Turin, cette équipe n'a quasiment pas existé. Ils ont certes eu des occasions de par leur vitesse, Kolo Muani, mais le Real a globalement dominé la rencontre. Et il a fallu même que le gardien Di Gregorio sorte franchement des arrêts miraculeux pour sauver sa maison de prendre beaucoup de buts. Et face au Borussia Dortmund également, c'était pratiquement le même cas, même si en fin de match, ils se sont fait peur. Et la seule petite différence cette saison, c'est que le Paris Saint-Germain, on ne peut jamais deviner quand ils vont accélérer, quand ils vont marquer. C'est ce qu'il faut forcément prendre en compte. Et c'est là où le Real Madrid devrait beaucoup s'en méfier, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas qu'un seul joueur qui est capable de faire la différence. Ils sont capables de tenir le ballon, de faire tourner, de marquer sur des coups de pied arrêtés, ce qui n'était pas... faisait pas partie des forces du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, ils en sont capables. On a vu João Neves, malgré le déficit de taille qu'il peut avoir, mais il est capable de marquer des buts de la tête. Et aujourd'hui, Hakimi, ça monte beaucoup. Nuno Mendes, Vitinha qui s'est frappé des ballons en dehors de la surface. Donc, il va falloir se méfier. Ça serait également un duel entre les deux gardiens, deux mastodontes dans les buts, Thibaut Courtois et Gianluigi Donnarumma. Moi, je m'attends à voir un match... franchement âpre à jouer. Maintenant, l'équipe qui prendra le dessus certainement au milieu de terrain va pouvoir remporter le match. Il y a Xabi Alonso qui est en reconstruction. Carrément, on peut le dire comme ça. Et
cette équipe, même si la jeunesse est en train de reprendre du pouvoir, on le voit avec Gonzalo Garcia qui marque. D'ailleurs, il est à 4 buts. Le jeune Gonzalo Garcia, et dit qu'il a joué toute la saison avec la Castilla. Et de l'autre côté, on a aussi le jeune Garcia, latéral gauche, Franck Garcia qui monte en puissance. On a aussi Tchouaméni qui revient petit à petit, Arda Güler, Valverde qui continue à se réveiller. Mais de l'autre côté, il y a déjà une équipe en place, le Paris Saint-Germain. Oui, naturellement, c'est un peu une équipe en place et une équipe qui veut se remettre en place avec des nouvelles idées de jeu parce que c'est extrêmement important. Ce qu'on voit avec Alonso, ce n'est pas ce qu'on a vu tout au long de la saison. Il est en train de petit à petit d'implémenter ce qu'il a comme vision de jeu. Et jusque-là, ça a marché. Et moi, je suis le premier surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite parce qu'il est venu à quelques jours de cette Coupe du Monde des clubs. Le premier match n'a pas donné comme il le fallait, mais à partir du deuxième, troisième, on a vu que ses idées commencent à prendre forme. Et Tchouaméni est un peu le point central de ce qu'il veut faire au niveau de la défense, à savoir à voir maintenant si dans la durée, Tchouaméni va accepter de rester en défense parce qu'il a même dit dans beaucoup d'interviews que ce n'est pas son souhait de rester défenseur. Et de l'autre côté, le fait de redonner le pouvoir, en tout cas à Arda Güler au niveau du milieu de terrain, ça nous donne une certaine créativité. Ce n'est pas au niveau de Modric, loin de là, mais il est très jeune, il va apprendre et continuer à progresser. Et l'autre chose qu'on voit dans le changement de cette équipe, c'est que les attaquants courent. Les attaquants courent et ils défendent, contrairement à la saison dernière qu'on a énormément critiqué. Maintenant, Mbappé n'était pas là. C'est à voir si on l'aligne comme titulaire. Il va insérer Kylian, même si c'est un jeune, Gonzalo Garcia. Non, est-ce qu'il va courir comme les autres le font? Parce que Alonso a été clair à ce niveau. Tout le monde doit courir pour tout le monde. Et il n'y a pas de star pour ne pas courir. Pour ces matchs-là, il n'était pas là. Il a joué que une vingtaine, je crois 25 minutes pour le dernier match. Lorsqu'il sera aligné, est-ce qu'il va courir comme Gonzalo qui a déjà 4 buts? Est-ce que même Alonso dans sa tête, est-ce qu'il ne va pas se poser des questions? J'enlève le meilleur buteur pour mettre la star qui revient de blessure. Comment je vais le faire? Et peut-être que c'est le match de Mbappé parce que c'est son ancien club. Il y a beaucoup de choses à voir, mais Alonso semble tenir la barque pour le moment. C'est le commandant en chef et on va voir où ça va nous mener. C'est un véritable test même pour Xabi Alonso. Déjà, il est face à un véritable dilemme. Le choix entre Mbappé et Gonzalo Garcia. On va voir déjà ce que ça va donner. Attention, alors dites Xabi Alonso, vous choisissez qui? Vous mettez qui si vous êtes à la place de Xabi Alonso? Moi, je surfe sur la continuité. C'est juste une compétition. Ça va finir soit on gagne, soit on perd. Mais je surfe sur la continuité. Je trouve que Gonzalo Garcia, il a mérité. Et il entendait bien parti également entre lui et Vinicius Junior qui également commence à accepter à courir dans le jeu. Donc moi je mettrais Gonzalo Garcia, mais Kylian, ça reste Kylian. C'est un grand joueur, il est capable de marquer à tout moment. C'est face à son ancien club, il sera également très attendu. Il voudrait sortir un très gros match, sachant que ça serait, s'il est titulaire, sa première titularisation et qu'il a envie, il a à cœur de briller. Mais pour moi, comme l'a dit Jean, le véritable couteau suisse de cette équipe, c'est Aurélien Tchouaméni. Depuis l'arrivée de Xabi Alonso, il joue un rôle monstrueux dans cette formation. Il est capable, il s'aligne avec les deux centraux pour former une défense à 3. Et quand l'équipe a le ballon, c'est lui qui se projette également pour mettre le surnombre au milieu de terrain. Ça veut dire que voilà, c'est déjà très intelligent de sa part. Et moi, c'est totalement différent à ce que Carlo Ancelotti faisait, parce qu'il était carrément défenseur central, mais là il est capable de jouer pratiquement 2 rôles dans un match et ça c'est beaucoup plus plaisant à voir. Et ce crédit revient totalement à Xabi Alonso avec Arda Güler qui a beaucoup plus de liberté au milieu de terrain. Mais on verra ce que ça va donner. Le véritable problème d'abord, on va aller d'abord avec sur la composition de départ. On l'a privé de pas au Kiki, c'est Kiki Passi, Kylian Mbappé, il sort en deuxième période. Il nous met quand même un petit bijou de but.
Moi, je le préférerais qu'il commence le match parce que il a dit ça. Ça vous fait sourire. Parce que c'est un anti-Madrid. Il va donner le mauvais choix et puis voilà. Non, pas que donner le mauvais choix, mais je crois qu'il peut vraiment se venger encore face à ce PSG parce que ça ne réussit pas toujours. Ouais, ça peut pas réussir à tout moment, mais parfois il veut se mettre en confiance parce que il a perdu la Ligue des Champions aussi. Il était avec le PSG. Cette fois-ci, il n'a pas gagné quelque chose à peine de débarquer au sein du Real Madrid. Et à ce niveau, il doit pouvoir gagner le premier trophée, certes, avec le Real Madrid. Il a gagné 2 trophées avec le Real. Attention. 2 trophées avec le Real, il ne faut pas les oublier, ces trophées-là. Je parle des trophées. Oui, mais ce sont des trophées tout de même. Intercontinental, certes. Oui, je ne parle pas. Non, ce sont des trophées. On s'arrête là. Je comprenais un tout petit peu. Donc, je préférerais que Mbappé commence le match. Et attendons de voir si Garcia pourrait vraiment... Vous voulez dire quelque chose? Oui, l'autre chose, au-delà de ce problème que notre ami Carlo n'a pas su solutionner la saison dernière, l'autre problème, c'est que pour le moment, il a réussi à plus ou moins mettre Bellingham au milieu de terrain. Ouais. Mais est-ce qu'il... je ne trouve pas le Bellingham de Dortmund. En tout cas, il court beaucoup. Peut-être qu'il n'a pas donné, qu'il n'a pas réussi à trouver sa véritable place au niveau du milieu de terrain, ou peut-être qu'il est masqué par le jeune Arda. On verra, mais ça quand même, le fait d'avoir osé le ramener au niveau du milieu de terrain, ça montre que c'est un entraîneur qui a du poigne et qui est prêt à imposer en tout cas à faire valoir ses idées aux joueurs, et ça marche pour la plupart. Et l'autre chose, c'est le cas Vinicius, et l'autre cas dont on va parler après, Vinicius, Mbappé et le jeune Gonzalez qui ne veut pas se laisser faire, alors qu'il n'y a que 2 places. On verra qui il va sacrifier en premier, parce que le jeune, lui, il est prêt à faire tout ce que Alonso demande, courir et marquer. Si les deux ne font pas la même chose, il aura un premier problème encore. Un autre problème à gérer. Il a du pain sur la planche parce que les vestiaires, comme Carlos Ancelotti a laissé, c'est les mêmes problèmes qui sont en train de... D'abord, c'est encore prématurément présenté devant lui, qui gère la pré-saison avant qu'on rentre dans la saison sportive. Alors, on a parlé de la Coupe du Monde des clubs. Il y a 2 matchs qui nous attendent. 2 matchs magnifiques, Fluminense, Chelsea. Après, on a un PSG, Real Madrid. C'est d'ailleurs une finale de Ligue des Champions, ce match-là. On va marquer juste une courte pause. On revient derrière pour parler de la blessure de Moussilia. Après, on va filer en Espagne pour parler de Rodrigo. Kavi TV. De retour sur ce plateau, dans ce studio, dis-moi, c'est Diallo m'a pris de cours. Il faut faire signe. Après, on y va. Voilà. On continue cette émission. On a parlé bien sûr de la Coupe du Monde des clubs maintenant. Oui, c'est toujours la Coupe du Monde des clubs, mais on va parler de la blessure de Moussiala. C'est ça, non? J'y arrive. Du Bayern Munich, sévèrement blessé samedi lors du PSG. Bayern Munich, Yamal Moussiala souffre d'une fracture du péroné. Un bilan médical moins dramatique que craint initialement. On s'attendait à plus pire que ça, Jean. Oui, écoutez, ça remet en perspective tout ce qu'on disait depuis le début de la saison. Il y a beaucoup trop de matchs. Et les joueurs, on redoute beaucoup plus de blessures pour les joueurs qui jouent beaucoup plus de matchs. Et c'est malencontreux ce qui est arrivé. Peut-être que ça aurait pu arriver à un autre joueur parce que c'est une action mal gérée, dit-on du côté bavarois, de la part de Donnarumma, qui est mal sorti. Et vous êtes avec les internautes qui accusent aujourd'hui Donnarumma de ne pas... moi, je suis beaucoup plus réservé pour moi, parce que, vous savez, les gardiens aussi, ils ont le droit de se protéger. Il y a des attaquants aussi qui peuvent venir comme ils viennent, et parfois pour blesser. Et là, même si dans l'action,
quand on voit au ralenti, on voit une intention de se protéger, peut-être à outrance, mais il n'y a pas une envie de le blesser de la sorte. Personne n'aimerait blesser son coéquipier, en tout cas son adversaire de la sorte. Donc, mais c'est malencontreux, c'est dur que ça arrive à ce jeune, parce qu'il fait partie aujourd'hui des joyaux montants de football, et ça football mondial. Et ça va freiner naturellement. Il revient de blessure, soulignons-le. Il s'est blessé, je crois, il revient de 3 mois ou de 4 mois de blessure, de 2 mois. Et il va aussi rester au placard pendant 4, 5, 6 mois de blessure. Ça va jouer énormément sur sa progression. C'est une étoile montante. Et moi j'ai eu un coup au moral lorsque j'ai vu cette action. C'est malencontreux, c'est difficile, c'est dur de voir ça sur un terrain. Mais c'est comme ça, c'est le football, c'est le destin parfois. Et c'est très dur, c'est de telles images sur Ronaldo un terrain. Nazario d'Alima a connu des blessures pareilles, 2 fois au même endroit. Qui a réduit l'aspect coup-de-rein du joueur, qui a réduit beaucoup la vitesse du joueur et beaucoup de qualité du joueur. Il avait toujours la technique, mais ça lui manquait de coup-de-rein après 2002. C'est ce qu'il faut redouter avec ce jeune-là, et peut-être redouter aussi qu'il ne soit un joueur trop fragile, parce qu'il revient de blessures, se blesser très rapidement. Il faut redouter qu'il ne soit trop fragile pour mener une carrière de haut niveau à longue durée. Et Donnarumma, on va en parler. Est-ce qu'il s'est retenu ou pas? Moi, je pense qu'il a pas maîtrisé sa sortie déjà, parce qu'il y a d'ailleurs eu un gardien qui a intervenu après, Manuel Neuer, qui a une très longue carrière, un très grand gardien, qui est pour moi le gardien qui est le plus en dehors de la surface de réparation. C'est son analyse compte, parce que c'est son coéquipier. Non, je comprends le fait qu'il veuille protéger son coéquipier, mais pour moi, Manuel Neuer, c'est le gardien. Il a été trop dur pour moi. Qui a le plus d'interventions hors surface, par exemple, le plus de contact avec les joueurs de champ que n'importe quel gardien. Il a révolutionné même ce poste en sa façon. Et pour moi, Donnarumma, l'intervention, je ne vais pas dire qu'il était là dans l'intention de blesser Jamal Musiala, mais je dis encore une fois qu'il a mal maîtrisé sa sortie. Et pour un gardien de son gabarit, lorsque vous reposez le poids, on a vu l'image, c'est terrifiant à regarder, et carrément la cheville qui se retourne totalement. Je pense que d'ailleurs on ne peut pas mettre ça sur le coup d'une fragilité, ça aurait pu arriver à n'importe quel joueur et les sorts auraient été les mêmes. Il a d'ailleurs été un petit peu chanceux, parce que il faut rappeler quand même, en football il y a 2 endroits qui sont franchement dangereux, surtout pour des joueurs techniques comme Jamal Musiala, c'est les ligaments croisés du genou et ce niveau les ligaments du cheville. D'ailleurs plusieurs ligaments ont été touchés, mais il a juste évité le pire au bon moment, heureusement. D'ailleurs, là, c'est juste une fracture du péroné. On l'a vu avec Neymar, la cheville, ça a pratiquement entassé sa carrière. On l'a vu avec Eden Hazard, à un moment donné, il a été obligé même de mettre une plaque sur la cheville pour pouvoir tenir. Finalement, il a pris sa retraite. Donc c'est un endroit très risqué, très dangereux pour les footballeurs, surtout qui manient beaucoup plus le ballon. Et il faudrait quand même s'attendre à ce que ça soit un petit peu plus compliqué pour Jamal Musiala, parce que même quand il reviendra, il aura un petit peu du mal, parce que peut-être la peur va l'animer pour ne pas rechuter. Donc je ne vais pas juger ce qu'a fait Donnarumma, parce qu'à un moment donné, même dans la saison, il avait également subi pratiquement une intervention mal maîtrisée d'un joueur qui lui a valu des grosses blessures sur le visage. Surtout de l'action face à Benzema. S'il avait été vraiment dur en Ligue des Champions, si vous vous souvenez, face au Real, s'il avait le but égalisateur du Real de Madrid, s'il avait sorti toute son âme comme il l'avait fait dans cette action, ce but ne serait pas arrivé. Pour moi, c'est une mauvaise expérience antérieure qui l'amène aujourd'hui à être beaucoup plus véhément dans ses sorties. C'est malheureux, c'est arrivé à un joueur talentueux qu'on ne voudrait pas voir blessé. Donnarumma, il pouvait se maîtriser, mais on se dit dans la tête aussi et qu'il devait empêcher quand même ce but d'entrer, parce qu'on voit Musiala aller vers le but. Oui, on ne peut pas dire que le gardien aussi il a été dur sur cette action. Souvent on appelle, nous, quand on est... Il n'a pas été doux non plus. Non, quand on est souvent sur... Parce qu'il y a fracture du péroné là. Oui, quand on est souvent... Oui, c'est pourquoi on aime souvent dire que le football marche avec ses cortèges de surprises. Où on ne s'attendait pas à une telle blessure, c'est là où on peut vraiment la contracter. Et puis derrière, on dit souvent que cette surface, c'est une zone de vérité, carrément pour les gardiens de but.
je ne suis pas dans cet esprit de fustiger le joueur. Mais certes, l'intervention est venue de nulle part. Il n'avait pas l'intention, comme Swab le dit, de lui faire du mal. Le joueur aussi voulait s'engouffrer, peut-être chercher un coup de pied arrêté, un penalty, je veux dire, pour vraiment mettre le ballon. Mais finalement, bon, je suis d'accord qu'il n'a pas été intelligent. Sinon, il a vu le défenseur qui est venu couvrir le ballon et permettre à son gardien de but de venir récupérer. C'est là où il voulait vraiment s'engouffrer. Et voilà, ça a glissé autrement. C'est un joueur qui cherche un but. Mais vous avez vu l'action. Il cherche un but. Et si vous avez révisionné l'image, moi je pense que le ballon était d'ailleurs un petit peu plus loin du but. C'était pas une action dangereuse pour le Paris Saint-Germain. Et je pense aussi si le joueur était tout seul face au gardien, je pense qu'il aurait sauté. Ça ne serait pas. Il y a également eu la pression de William Pacho sur le joueur, c'est qui a précipité un petit peu son pied et Donnarumma avec tout son poids tombé sur le pied. Voilà, donc c'est plus un accident. C'est plus un accident qu'une envie de faire mal. L'intervention mal maîtrisée de Donnarumma. La question maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on peut retrouver le Jamal qu'on a connu avec le Bayern Munich. Oui, bien sûr, ça reste un très jeune joueur. Il n'a même pas encore ses 25 ans. Moi, je pense qu'il va se relever très très rapidement. Je pense bien surtout qu'il reçoit beaucoup d'amour autour de lui. Le gardien, lui d'ailleurs, il s'est montré très très touché parce que c'est un joueur très sensible à ces situations comme ça. Donc, il lui a même envoyé des messages. Et 5-6 mois, c'est pratiquement la première partie de saison pour Jamal Musiala. La Coupe du Monde. Et voilà, donc il pourrait revenir à temps, jouer quand même 6 mois de compétition avant la Coupe du Monde prochaine et dans ce cas retrouver la plénitude de tout ce qu'il sait faire. Moi, je pense, en tout cas, je ne suis pas inquiet pour lui. Alors, allez-y. Non, c'est tout le bien qu'on souhaite à Jamal. C'est un joyau, comme je le disais tout de suite. C'est pour ces joueurs-là qu'on aime regarder les matchs de football avec ses contrôles, ses passes, ses buts et sa capacité à s'orienter et à donner de l'amour à ce ballon-là. Et c'est tout le bien qu'on le souhaite. On lui souhaite une bonne rééducation parce que c'est la partie la plus difficile. Un retour à la compétition, il semble être bien entouré. Il est dans une institution qui sera capable de l'aider à surpasser cette difficulté et à revenir à son meilleur niveau. Le Bayern a besoin de lui, l'Allemagne aussi et le football également. Beaucoup de joueurs n'ont pas réussi après la blessure. Il a parlé de Hazard, de Neymar, mais des joueurs comme Ronaldo ont réussi à se relever. D'ailleurs, meilleur buteur de la Coupe du Monde après une blessure. Une longue blessure en 2002. Il peut revenir. Oui, il peut revenir. D'ailleurs, c'est ce qui a fait couler ses larmes. Franchement, un jeune de son âge qui sort sous civière avec une telle blessure. Il s'est dit l'avenir est devant moi et c'est pourquoi on dit que le football est très ingrat. Et un footballeur, si tu ne parviens pas à prendre un autre métier, au soir des matchs, tu peux totalement rentrer à la maison. Donc c'est ce qui ne fait pas retenir tout ça, ces émotions, les larmes coulent et puis ça nous a touché tout le monde. C'est pourquoi on nous dit dans les centres de formation d'attacher les chevilles parce qu'il est extrêmement important. Si la cheville aussi elle est attachée, je crois que ça peut aussi quand la blessure elle vient, mais c'est aussi cette action, je pense qu'il n'y avait rien à éviter. C'est des mesures préventives aussi, parce que c'est aussi important. Je suis d'accord. Alors on va continuer cette émission parce qu'il nous reste que 5 minutes. On va filer en Espagne, Mercato. Je vous disais qu'on allait parler du Real Madrid durant cette émission. On a parlé du Real Madrid pour cette Coupe du Monde des clubs. On finit avec le Real Madrid. L'avenir de Rodrigo semble s'assombrir toujours davantage au Real Madrid malgré la volonté de Xabi Alonso de calmer le jeu. On va aller avec vous, Guillaume, rapidement. Rodrigo, c'est quand même un joueur exceptionnel. Le perdre maintenant, est-ce que c'est bon pour le Real? C'est très difficile pour le joueur et ça n'a pas commencé cette saison. Et depuis plusieurs saisons, même quand le Real gagnait, pour moi, il m'a semblé qu'il était le mal aimé de cette équipe. On a vendu beaucoup de stars, on a mis sur la sellette beaucoup de joueurs et lui, il était toujours derrière. On ne parlait pas de lui et tout. C'est l'anti-star. Et dans les grandes rendez-vous, il a toujours été là, il marque, il donne des passes décisives et dans l'attaque du Real, c'était pratiquement le seul qui pouvait courir pour tout le monde face à Manchester City. Oui, et le lendemain on parle d'un autre. C'est comme ça, c'est le mal aimé. Et à l'arrivée de Xabi Alonso, pour moi, va sceller son aventure au Real parce que si les anciens coachs avaient utilisé 3 attaquants,
Xabi, lui, il n'a besoin que de 2 attaquants. Et Mbappé et Vinicius semblent être devant lui. Et je le vois mal rester sur le banc. Maintenant, tout va rester dans la logique du marché. S'il reçoit une bonne offre dans un club où il peut s'épanouir, je crois qu'il partira. Où le Real aussi peut gagner. Non, j'ai parlé de l'offre. Il faut que le Real trouve son compte parce qu'il est sous contrat. Mais il n'est pas content quand on voit le joueur dans son expression faciale. Il n'est plus aussi, il n'est pas dans la camaraderie comme avant, aussi souriant, non, pas du tout. Il semble être à l'écart, un peu. C'est malheureux, mais bon, c'est le football. Rapidement, parce qu'on n'a plus de temps. Alors, c'est le joueur qu'il faut sacrifier au Real Madrid. Alors, je vais être bref dans le cas Rodrigo. C'est, en tout cas, comme l'a dit John, ça n'a pas commencé cette saison. Ça part pour ne pas s'arrêter maintenant. Je ne dirais pas qu'il a été le mal-aimé, mais moi, je dirais qu'il a été victime un petit peu d'une sorte d'éclosion de Vini Junior, parce qu'il faut rappeler que les deux ont démarré pratiquement au même moment et on mettait beaucoup plus Rodrigo au-dessus, mais à partir de 2022, quand Vinicius a clairement changé de dimension, Rodrigo est un petit peu passé en dessous de l'hierarchie du côté du Real Madrid. Et vous avez une année après, vous recrutez Jude Bellingham qui sort une saison monstrueuse, qui a pris encore beaucoup plus d'images. Vous devez partager l'image de Vinicius, de Bellingham, mais aussi de Rodrigo. Une saison après, même s'ils ont réussi tous les trois une saison fantastique à remporter une Ligue des Champions, vous signez un autre mastodonte qui est Kylian Mbappé, qui est venu. Donc il faudrait partager l'image des trois un petit peu pour laisser la place à Kylian. Et aujourd'hui, Rodrigo se retrouve être obligé de faire 2 fois plus que les autres ne le font pour pouvoir être vu, et c'est ce qui rend la chose beaucoup plus compliquée pour lui. Sinon je dirais pas que ça serait un véritable problème Rodrigo au Real Madrid. Ça reste un très grand joueur. N'importe quel club recrute aujourd'hui Rodrigo. Aujourd'hui vous avez un joueur, un potentiel Ballon d'Or. Il y a d'ailleurs 3 noms qui sont cités ces derniers jours. On parle de Paris Saint-Germain, de Manchester City, mais aussi de Arsenal. Quelques secondes rapidement sur le Rodrigo. Oui, c'est un joueur, un jeune pétri de talent. Je crois que ça ne date pas d'aujourd'hui, comme les autres l'ont révélé ici. Les vestiaires du Real Madrid a toujours posé problème depuis plus de 2 ans maintenant. Les entraîneurs qui se succèdent, ils ont toujours du mal à gérer cet effectif également. Mais cette fois-ci, c'est très mal parti pour enterrer la carrière de ce jeune. Et puis le vendre pas avec une bonne option marchande. Moi, je crois il ne va pas partir s'il n'y a pas beaucoup. Alors, le Real demande 90 millions quand même. On va s'arrêter là parce qu'on n'a plus le temps. On va juste... Je ne veux pas vous laisser partir sans des pronostics. Rapidement, Fluminense-Chelsea. C'est compliqué. Je mettrais un petit peu une petite pièce 60-40 pour Chelsea quand même, avec le prestige et tout ce qui est autour, les grands joueurs et tout. PSG Real Madrid. Alors là, c'est du 50-50. Allez, la Coupe du Monde reste la Coupe du Monde des clubs. Fluminense, Paris finale. Alors, c'est bon. Allez-y. Fluminense-Chelsea. Je préfère Fluminense. Et Paris, Real Madrid. Oui, tu préfères Paris. Paris Saint-Germain. Il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, je dis que le Real... Il y a déjà un Madrilène, Lamine Diawara, du côté de camp Calfoya, déjà qui est en train de me taguer. Coucou, merci à vous. C'est que le Real va finir champion de cette Coupe du Monde des clubs. Je donne un carton, on verra l'ensemble de la technique, de la régie. Et ils ont été avec nous tout au long de cette émission. Et le matin aussi, un autre carton vert à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain à partir de 8h00 dans une émission énorme de World Sport.